En direct depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et en direct de Global Industrie 2025 avec nos invités, Loïc Le Floch-Prigent est avec nous, industriel d'ailleurs. Vous exposez ici, vous allez nous en parler. Sébastien Gillet, directeur de Global Industrie, qui nous invite ici depuis 3 ans et on l'en remercie. Et puis Anaïs Volgilis qui est avec nous, conférencière et écrivaine. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Non, on a les 3 mots dans l'actu déjà. Les 3 mots dans l'actu, bien sûr, avec Félix Mathieu. J'ai oublié Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont trêve, parrain et audition. Je vous en prie, une trêve de 30 jours sur leur sol. Les Ukrainiens ont accepté la proposition américaine après les pourparlers d'hier. La balle est dans le camp russe. Le Kremlin semble vouloir gagner du temps. L'Union européenne et la Chine promettent des mesures de rétorsion aux États-Unis, des droits de douane face aux taxes de 25% sur l'acier. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Avant ça, en Isère, cette fusillade sur l'autoroute A41, un ancien parrain du grand bandidisme italo-grenoblois abattu au volant par une voiture qui le doublait entre Grenoble et Chambéry. Et puis François Bayrou n'échappera pas à une audition sur l'affaire Betharam, c'est ce qu'annonce la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio. Il y a urgence à ne pas répondre apparemment au Kremlin aujourd'hui. Les autorités russes questionnées de toutes parts après le feu vert ukrainien à la proposition américaine d'une trêve de 30 jours en Ukraine. Oui, mais qu'en dit la Russie ? Rien pour le moment. Pour gagner du temps, Moscou dit vouloir en parler de vive voix avec les États-Unis. Alors les présidents Trump et Poutine devraient donc se téléphoner très prochainement. Et dans l'hypothèse où les Russes n'accepteraient pas cette trêve, le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère bien voir les États-Unis en tirer toutes les conséquences. Des mesures fortes envers la partie russe. Je crois comprendre que nous pouvons compter sur des mesures fortes. Je ne connais pas encore les détails, mais nous discutons de sanctions en conséquence, ainsi que du renforcement de l'Ukraine. Aujourd'hui, tout dépend de la volonté de la Russie. Un cessez-le-feu et le silence, ou bien la poursuite des massacres. Aujourd'hui, tout dépend de ce pays. À 100%, car l'Amérique a été claire sur sa position, l'Ukraine a été claire sur sa position, sans interprétation possible, de façon très directe. Le président Zelensky, tout à l'heure avec la traduction de Matteo Lamblo pour Sud Radio, après ses rencontres ukraino-américaines hier en Arabie Saoudite. Pendant ce temps, en France, l'Assemblée nationale débattait cet après-midi de la question de savoir s'il faut ou non saisir les avoirs russes. Le gouvernement s'y oppose et sa porte-parole Sophie Primal l'a redit ce matin sur Sud Radio. On en reparle d'ailleurs dans l'info en plus des vraies voix vers 18h20. Mais à terme, cette question des avoirs russes pourrait aussi dépendre évidemment de la posture du Kremlin face à cette proposition de trêve donc de 30 jours en Ukraine. Oui, Loïc Le Floch-Prigent, la géopolitique aujourd'hui a un impact sur l'industrie. Bien sûr, mais nous sommes ici dans le temple aujourd'hui de la liberté d'entreprendre et des gens qui sont à tous les niveaux de l'entreprise, mais qui bien proche du micro, bien près du micro, mais qui ont bâti quelque chose et qui ont envie de bâtir quelque chose. Donc nous sommes vraiment à l'endroit où il faut et où les problèmes géopolitiques se posent ailleurs. Puisque les problèmes géopolitiques vont se poser sur le régalien d'abord, c'est-à-dire sur tout ce qui est réglementation, par exemple. Oui. Tout ce qui est industrie militaire, tout ce qui est industrie énergétique, quelle qu'elle soit. Donc c'est là-dessus que ça va commencer. Mais pour l'instant, je pense que nous n'avons pas, nous industriels qui sommes ici dans cette enceinte, nous n'avons pas le sentiment que nous allons être impliqués lourdement, immédiatement, par quelque chose qui va arriver des États-Unis. Nous n'avons pas ce sentiment. C'est-à-dire que la géopolitique va d'abord aller sur les grands secteurs et les grands industriels et nous allons voir ce qui se passe. Alors eux, ce sont les donneurs d'ordre pour nous parce qu'il y a énormément ici de sous-traitants et ces sous-traitants vont regarder ce qui se passe et nous sommes inquiets. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais rebondir sur Sébastien Gillet, c'est clair. Qui est le directeur mais nous sommes volontaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette double, et c'est ça qui est intéressant de voir le nombre de gens qui viennent ici et le nombre de gens qui viennent pour regarder, pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que d'un côté, il est clair que la géopolitique
risque de nous péter à la gueule, c'est vrai. Oui. Mais d'un autre, nous avons envie de nous en sortir. On se préserve, c'est ça. Et nous avons eu énormément de coups sur la figure ces derniers temps, et de la part du gouvernement français, disons-le. Et nous avons tenu bon, et nous avons envie de tenir bon. Ouais. Et c'est ça que nous exprimons par notre présence ici et par notre présence en tant qu'exposant ou en tant que visiteur. Sébastien Gillet veut réagir. Rapidement, parce qu'on a encore des infos. Allez-y. Protégeons les industriels, parce qu'on vous entendait pas, non, c'est ça. Vrai, protégeons les industriels, je crois que ça va être le maître mot de cette édition. Donc j'entends ce que vous dites. En effet, il n'y a pas forcément une inquiétude à l'instant T, mais il va falloir quand même les protéger et que l'Europe et la France se positionnent de manière beaucoup plus forte. Et ça va dans la question que vous avez évoquée dans le grand débat, absolument. Donc, ça, c'est ce qui est dit dans les allées. Anaïs Voigilis, oui, il faut qu'on se protège, qu'on soit solidaire peut-être face à ces enjeux. Alors, je pense que, en effet, il faut être solidaire et toute la politique, à mon avis, solidaire à l'échelle nationale, solidaire à l'échelle européenne. Et toute la stratégie, à mon avis, des États-Unis, mais aussi de la Chine, mais pas pour les mêmes intérêts, pas avec les mêmes raisons surtout. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes intérêts, pas avec les mêmes stratégies. Sont quand même de fragmenter l'Union européenne pour l'affaiblir. On voit toute la difficulté à parler d'une voix commune, à avoir une vision commune. Mais en fait, se protéger pour se protéger, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il faut savoir définir ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire, on peut augmenter les droits de douane, mais il y a peut-être des domaines où c'est peut-être pas intéressant d'aller jouer la guerre commerciale. Et il y a d'autres questions qui vont se poser en termes de stratégie, à mon avis, à l'Union européenne, en termes de dépendance. Et est-ce que quand on fait une politique pour attirer les capitaux étrangers, on est capable de aujourd'hui parler de transfert de technologie, de clauses de localisation, de sites de production pour bénéficier de certaines aides, de mettre des clauses environnementales dans la commande publique, de mettre des clauses sur l'emploi dans la commande publique. En fait, c'est tout cet arsenal qui doit se poser et pas uniquement se protéger pour se protéger. C'est quelle politique on met en place, qu'est-ce qu'on veut absolument maîtriser sur le territoire, quel secteur. La force du collectif, c'est ça que vous voulez dire. La force du collectif, mais quel secteur on interdit aussi d'accès à des acteurs non européens, comme la Chine a pu le faire dans des domaines stratégiques. Et en fait, c'est toute cette question-là qui se pose et on se rend compte que l'Europe est relativement démunie en termes de doctrine. Mais nous n'attendons pas beaucoup du gouvernement et des gouvernements. Oui, on a bien compris. Vous comprenez bien ça. Ouais. Tout à l'heure, on disait, voilà, on va réindustrialiser. Les gens qui vont réindustrialiser, ce sont les industriels eux-mêmes qui ont des idées, qui ont la volonté de le faire et qui vont investir. C'est ça le sujet. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Allez, le deuxième mot par un, une figure du grand banditisme. Un Grenoblois abattu ce matin sur l'autoroute A41 en Isère. Jean-Pierre Maldera, parrain du milieu grenoblois des années 80-90, circulait ce matin dans le sens Grenoble-Chambéry au volant de sa BMW lorsqu'il a été fusillé depuis une voiture qui le dépassait. On l'entend après cette scène peu croyable. Forcément, la circulation a été perturbée, coupée. Aujourd'hui, âgé de 71 ans, la victime a succombé à ses blessures. Les tireurs sont toujours recherchés. Leur Renault Mégane volé a été retrouvé incendié peu après entre Grenoble et Saint-Martin-d'Air sur un parking, selon le Dauphiné Libéré. En tout cas, Jean-Pierre Maldera, connu pour avoir trempé dans des affaires de proxénétisme, de racket ou encore d'attaque à main armée, avait fait de la prison. Il n'avait plus fait parler de lui depuis une vingtaine d'années. Son propre frère avait déjà disparu dans des circonstances mystérieuses. En 2015, il n'avait plus été vu après un mystérieux rendez-vous. Les enquêteurs, à l'époque, estimaient qu'il avait lui aussi déjà certainement été tué. Ah oui. Troisième mot, audition. La commission d'enquête parlementaire sur Betaram veut entendre François Bayrou. Bien sûr que le Premier ministre sera auditionné à l'Assemblée, lance aujourd'hui la présidente de cette commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, une commission créée dans la foulée de ce scandale sur les violences physiques et sexuelles dans l'établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques. François Bayrou, accusé d'avoir passé sous silence des infos dont il aurait eu connaissance, le Premier ministre qui a vigoureusement nié ces dernières semaines à plusieurs reprises. Vous voyez bien la mécanique du scandale qu'on cherche. La mécanique du scandale, c'est on dit des choses toujours plus insupportables les unes que les autres, toujours plus invraisemblables les unes que les autres. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. Mais n'utilisez pas des mots qui sont faits pour faire monter la tension. Moi, je dis les choses comme elles sont. Cette mécanique du scandale, qui vise à toujours faire monter la tension, je la connais très bien, c'est la mécanique de l'affaire Baudis. Et puis on s'est aperçu au bout du compte qu'il n'y avait rien.
Le chef du gouvernement n'aura donc pas le choix de répondre à cette convocation de la commission d'enquête parlementaire. C'est ce qu'estiment aujourd'hui les 3 responsables députés PS, LFI et Renaissance. C'était lors d'une conférence de presse commune cet après-midi. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant, toujours en direct du Global Industrie 2025 ici à Lyon. Et dans un instant, le grand débat du jour avec les tensions commerciales. Les droits de douane US sur l'acier entrent en vigueur. L'Union européenne promet de riposter dès le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Alors parlons vrai. Pensez-vous que nous sommes au début d'une guerre commerciale avec les États-Unis? Et à notre question du jour, l'Union européenne a-t-elle raison de riposter à la hausse des droits de douane américains? Vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h en direct du salon Global Industrie 2025. À tout de suite. C'est Daniel Herrero. Sud Radio. Vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur YouTube. Merci de votre fidélité et à très vite sur Sud Radio, la fameuse radio du rugby. Parlons vrai. Bonjour, c'est Patrick Roger. Pas de langue de bois, de 9h à 10h, la vérité en face, demain sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix très bien accueillies ici depuis 3 éditions. C'est à chaque fois ça monte d'un cran, hein, forcément. En Global Industrie 2025 aujourd'hui avec cet accueil si chaleureux en tout cas des équipes de Global Industrie, parce que à chaque fois ils nous mettent des gâteaux autour de la table et c'est un peu compliqué. Loïc Le Floch Prigent est avec nous, industriel. Vous allez nous parler de cette belle société qui s'appelle OMP ici. On en parlera dans quelques instants. Sébastien Gillet qui nous accueille, le directeur de Global Industrie. Merci en tout cas d'être là. Et Anaïs Voigilis, conférencière et écrivaine, qui a écrit un livre d'ailleurs et qui s'appelle Pour une révolution industrielle à la Cité. Dans ce livre, en tout cas, vous pourrez, on le mettra on vous montrera à la caméra. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe devra se faire respecter. C'est le scénario qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix éviter. Donald Trump annonce l'instauration d'une taxe de 25% sur tous les produits européens. Ce sera sur les voitures et d'autres choses. Ils ont profité de nous d'une manière différente. Bon, après, il n'y aura pas non plus beaucoup de surprises sur la réaction de l'Union européenne. Il faut avoir une réaction qui soit ferme et proportionnée. C'est le principe même de la circulation et de libre-échange. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. C'est son objectif. Est-ce le début d'une guerre commerciale? Les droits de douane de 25% sur l'acier arrivant aux États-Unis entrent en vigueur aujourd'hui. La Commission européenne donc promet de riposter dès le 1er avril avec des tarifs forts mais proportionnés sur une série de produits américains. Alors parlons vrai, doit-on avoir des craintes pour l'emploi en France avec les droits de douane américains qui sont entrés en vigueur aujourd'hui? Et à cette question, l'UE a-t-elle raison de riposter à la hausse des droits de douane américains? Vous dites oui désormais à 64%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Loïc Le Floch Prigent, ça vous inspire quoi en fait, ces droits de douane où finalement on a l'impression que c'est d'un côté, de l'autre, qu'on augmente, qu'on baisse, en fait on ne sait plus vraiment où on habite là. En fin de compte, j'ai l'impression que le président Trump est en train de se tromper d'époque. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça aujourd'hui, et augmenter les droits de douane, avoir de la réciprocité pour l'augmentation des droits de douane, ça conduit à de l'inflation. Et l'inflation va ralentir forcément. Va ralentir forcément, et la bourse américaine est en train de lui dire depuis ce matin, bon, vous allez peut-être un peu loin là, c'est pas vraiment dans notre intérêt. Donc je pense qu'il faut garder son calme. Et regarder ce qui va être réalisé vraiment par Monsieur Trump et quelles vont être les réactions entre les annonces finalement et les actes. Et la réalité. D'accord. La réalité. Et donc on va voir, parce que tout le monde va râler dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est très français, on a l'habitude nous. Hein. Oui, mais les autres aussi vont râler. Oui. Par conséquent, si jamais un produit est absolument indispensable pour les Américains et qu'il faut l'augmenter de 25 ou 30%, je vous assure que les Américains vont râler aussi. Oui. Et donc,
laissons un peu de temps. Mitterrand, mon maître, avait tendance à dire laissons un peu de temps au temps. Et c'est là-dessus que je suis, moi. Je considère que ce qui est important, c'est que les industriels continuent à avoir confiance dans leur technique, dans leur organisation, dans leur matériel, qui continuent à vouloir produire et qu'ils attendent tranquillement ce qui va se passer. Nous avons eu des difficultés avec les produits chinois qui nous ont mis en grande difficulté, il faut bien le dire. Être attentiste n'est pas toujours très bon, il faut anticiper aussi, oui. quoi qu'il arrive. Oui, il faut anticiper, mais ne pas s'énerver. Voilà, c'est ça que je veux dire. Très bien, dit-il avec une voix très calme. Sébastien Gillet, les exposants qui sont ici, ils ont peur des mesures qui tombent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de stands où on fait de la métallurgie ici, et donc des produits en acier, par exemple. Oui, bien sûr. De toute façon, il y aura forcément un impact, et Cécile l'a dit tout à l'heure, donc il y aura un impact forcément sur les exposants d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais moi, je vais dans le sens un petit peu de Loïc. C'est vrai qu'il ne faut pas s'énerver, parce que c'est ce que fait Trump. Il s'énerve. Et en effet, il risque encore d'une nouvelle fois changer d'ici 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais par contre, je maintiens ce que j'ai dit dans l'introduction. Il faut que l'Europe se positionne de manière aussi un peu plus forte, plus clairement, parce qu'il y a 2 blocs qui sont clairement aujourd'hui définis. Et si nous, on ne s'impose pas avec nos forces et nos faiblesses, on risque dans 10 ans, 15 ans de beaucoup souffrir. Anaïs Bouagilis, quand on voit les produits qui risquent d'être frappés de mesures de rétorsion par l'Europe, alors j'en cite quelques-uns, les bateaux, le bourbon, alors pour ceux qui sont pas buveurs de whisky ou de bourbon, ça va pas beaucoup les pénaliser, les motos, c'est quand même amusant parce qu'a priori dedans il n'y aurait pas l'automobile et bizarrement les constructeurs allemands construisent énormément aux États-Unis des usines américaines qui exportent énormément vers l'Europe. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de faire des mesures de rétorsion cosmétiques ? À géométrie variable. Exactement, si vous préférez. Alors, il faut quand même préciser que la balance commerciale de l'agroalimentaire française est excédentaire, justement parce qu'on vend des spiritueux. Absolument, sinon il serait déficitaire. Elle serait déficitaire. Donc, alors, bien entendu, en fait, il y a cette tension commerciale. Elle révèle aussi la divergence d'intérêts et de stratégie entre les États membres. L'Allemagne est aujourd'hui, alors dans une situation industrielle relativement difficile, l'Allemagne est en phase de désindustrialisation depuis 2016. Alors qu'elle a bénéficié de l'euro, contrairement à 90% des pays européens depuis plus de 20 ans. Elle n'a pas bénéficié que de l'euro. L'Allemagne, c'est un pays qui a une stratégie industrielle, qui a su bénéficier de l'extension de l'Union européenne vers l'Est. C'est un grand pays industriel. Donc, on peut parler des bénéfices de l'euro, mais on ne peut pas limiter l'industrie allemande à ce sujet. Il n'y avait pas que ça, on est d'accord. Et aujourd'hui, l'industrie allemande est en difficulté en raison notamment de sa dépendance au gaz et de ses choix en termes de mix énergétique. Maintenant, il est évident que l'Allemagne achète plutôt des armes, de l'armement aux États-Unis et beaucoup moins d'armement en Europe et notamment en France. Et que par ailleurs, il y a plusieurs grands industriels allemands, dont BASF, qui ont déjà annoncé qu'au regard du prix, grand acteur de la chimie, qui ont déjà annoncé au regard du prix de l'énergie aujourd'hui en Europe et des grandes aides mises en place sous l'administration Biden avec l'Inflation Reduction Act, la loi de réduction de l'inflation, qui ont annoncé vouloir déplacer des unités de production aux États-Unis où l'électricité est 2 fois moins chère et le gaz, on est de l'ordre de 4 à 5 fois moins cher sans prendre en compte le prix du CO2. Donc il y a un désalignement d'intérêts et mécaniquement ça peut se traduire par des droits de douane qui vont être mis en fonction des intérêts américains et qui peuvent être alignés plus avec les intérêts allemands que les intérêts français. Il y a énormément de grands industriels européens qui sont déjà installés aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et par conséquent, la discussion qui va avoir lieu est complexe. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas s'énerver. C'est-à-dire que il y a des industriels qui étrangers, allemands ou français, qui vont expliquer à l'administration américaine que le fait de faire ce qu'ils sont en train de faire leur tire une balle dans le pied et que leurs intérêts ne sont pas garantis alors qu'ils viennent d'investir de façon très importante aux États-Unis. Il faut voir l'investissement des Européens ces dernières années aux États-Unis. Il faut comprendre. Mais en quoi les États-Unis ont besoin de nous, par exemple ? En quoi aujourd'hui il y a un certain nombre de produits qui n'ont pas. C'est l'histoire de la souveraineté. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez vu là le nombre de petits produits qu'il y a dans tous les sens dans cette exposition.
Et vous voyez qu'il y a des moments où on regorge d'ingéniosité ici. On est complètement japonais, ou complètement chinois. Puis il y a des moments où, tiens, il y a des Français ou des Allemands ou des Suisses ou des Italiens qui tirent leur épingle du jeu et on s'aperçoit que finalement ils vivent bien. Et ils vivent bien du fait qu'à la fois ils sont installés en Europe et à la fois aux États-Unis. Ah oui, c'est ça. Et par conséquent, dire on élève les droits de douane ne va pas forcément plaire à ces industriels. Et il va falloir qu'ils le disent aux États-Unis, à l'endroit où ils sont installés. Donc ça va être. Je pense que Trump est quelqu'un qui simplifie beaucoup tout. Ouais. Mais qui gère, visiblement, qui gère le pays comme un industriel, quoi, un businessman, pas du tout comme un politique. Comme un industriel brutal et qui n'est pas quand même un vrai industriel. Mais Anaïs Voigilis n'est pas tout à fait d'accord. Un industriel de mon point de vue. Voilà. Oui, alors je ne connais pas de chef d'entreprise qui annonce un jour plus 50%, plus 25% de droits de douane, qui le lendemain revient en arrière sur ses droits de douane, qui signe des décrets. Ça dépend, pendant les soldes, ça arrive. Oui, voilà, peut-être pendant les soldes, mais globalement, alors Donald Trump est peut-être quelqu'un qui a une vision plus claire de ce qu'il veut faire que certains dirigeants européens, mais ce qu'il fait, c'est avancer, reculer, aller dans tous les sens, brusquer tout le monde. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est la manière dont il appréhende les relations internationales, c'est-à-dire l'Europe est très tournée sur une culture du multilatéralisme. Ce que Trump est en train de faire, c'est fragmenter pour pousser tout le monde à aller sur des négociations bilatérales avec des accords État par État. Et ça, c'est un changement de paradigme. Ça peut fonctionner. Voilà, on regarde des divergences au sein de l'Europe. On peut se dire que peut-être que certains finiront par céder aux alarmes de Trump, mais je suis pas convaincu que cette méthode soit viable sur le long terme. Et puis elle est pas très. En tout cas, il fait bouger les choses. Le style Trump, on l'a bien vu les 4 premières années. Il fait bouger les choses avec ce côté un peu punchy. Et des fois, c'est pas mal aussi. Alors moi, je suis pas pro Trump, loin de là, mais je trouve que d'entendre casser un peu les codes, ça peut avoir aussi du bon dans le pays. De quoi, de se remettre en question, nous aussi. De se remettre en question, et puis que le monde d'aujourd'hui va vraiment évoluer à vitesse grand V. Loïc Lefloc-Prigent. Je vous donne un exemple intéressant, c'est-à-dire. Ça nous arrange que ce soit intéressant, Loïc Lefloc-Prigent. Les gens de NSMC qui attention sont le micro très près de. Excusez-moi. Les gens de NSMC qui sont les grands du nano puce et qui investissent des centaines de millions de dollars à Taïwan. Trump se dit, est-ce que Taïwan va rester? Et donc il a commencé par dire aux gens de SMC, est-ce que vous avez envie de venir aux États-Unis? Et puis il a gagné sa négociation et les gens de SMC investissent 100 milliards de dollars aux États-Unis sur des puces qui sont les seuls au monde qui existent et sur lesquels le TSMC aujourd'hui a le monopole. Alors, voilà le type de négo dans lequel est intégré Trump. Mais disons que il peut avoir envie de parler du Bourbon ou du champagne. Enfin, disons, c'est pas l'essentiel de sa vue. Il a une vue politique plus importante de ce qui peut être utile pour les États-Unis si jamais les choses deviennent difficiles avec la Chine. Et c'est quand même très orienté sur cette difficulté éventuelle avec la Chine. Non, pour moi c'est du court terme. De toute façon, le businessman qu'il est, c'est du court terme. Il pense pas dans 10 ans, lui. Anaïs Voigilis, vous voulez réagir? Alors, je pense que sur TSMC, les semi-conducteurs, on le doit pas à Trump. On le doit quand même à Joe Biden, qui avait une stratégie, et certains grands acteurs américains, notamment des Apple, qui se sont posé la question de sécuriser le rapatriement de la production de puces sur le territoire américain, notamment au regard des craintes sur l'invasion de Taïwan par rapport à la Chine, et que depuis plusieurs années, on a eu d'abord sur l'administration Obama, puis l'administration Trump, puis encore l'administration Biden, une augmentation des tensions commerciales avec la Chine, la volonté de sécuriser certaines chaînes de valeur et des barrières tarifaires qui étaient très orientées vers la Chine. Et un monde américain qui se tourne vers le monde pacifique et certainement au détriment de l'Europe. Et c'est aussi quelque chose que culturellement on n'intègre pas en Europe, c'est comment est-ce que le rapport avec les États-Unis évolue, où on n'est plus le centre des relations parce qu'il s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe en Pacifique. Il y a une question que je me pose, c'est que les Américains vont taxer l'acier européen, mais quand on regarde les choses en face, il n'y a plus qu'un seul sidérurgiste européen qui s'appelle ThyssenKrupp, parce que les autres sidérurgistes européens sont tous devenus indiens. Corus, qui était l'acier anglais et néerlandais, a été racheté par Tata, un indien, et Mittal a racheté Arcelor, qui était la sidérurgie française, espagnole et luxembourgeoise. Est-ce que comme des milliardaires indiens risquent de perdre de l'argent,
d'argent, ils vont pas demander à leur gouvernement de taxer les produits américains. Et c'est quand même un marché de plus d'1 milliard de personnes, l'Inde, à titre de rétorsion. J'ai pas forcément la réponse là-dessus, j'ai pas étudié le sujet. Après, si on n'a plus qu'un seul sidérurgiste européen, c'est aussi qu'à un moment on a tourné le dos à l'industrie, notamment à l'industrie lourde. Après, bien entendu, à partir du moment où on commence à mettre des barrières, tout le monde va se tendre. Mais les Indiens ne sont pas des enfants de cœur. Les Indiens pratiquent un dumping, notamment sur les produits pharmaceutiques à l'encontre de l'Europe. Et peut-être que la question qui va se poser à nous, c'est est-ce qu'on est capable d'aller nouer des alliances et des partenariats stratégiques avec des pays avec lesquels on n'a pas voulu discuter pendant longtemps, en se disant qu'ils ont autant que nous à perdre peut-être dans cette dégradation des relations internationales. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au départ, à savoir que ce sont des industriels qui négocient avant des pays. Et par conséquent, les industriels de la sidérurgie... C'est eux qui ouvrent c'est eux qui vont discuter. La voie parfois, qui vont discuter et qui vont voir ce qui est possible ou non de faire. Et en conséquence, ceux qui vont fermer dans tel ou tel pays et ouvert dans l'autre, etc. C'est un problème d'industriel beaucoup plus qu'un problème d'État. Par contre, il y a des vrais problèmes d'État derrière ce qui est fait de temps en temps. C'est pour ça que je parlais de l'informatique. C'est là où le régalien est le plus important. Oui. C'est-à-dire que pour les présidents successifs américains, comme l'a dit Anaïs, le fait de pouvoir être privé ou d'avoir la Chine qui est avant eux sur les très très petites puces, les nanos, c'était horrible et non. Alors je suis d'accord avec elle, la discussion est là depuis longtemps. Simplement, il y en a un qui l'a fait, qui a amené les types de CSMC sur le terrain et qui lui a dit maintenant tu signes le chèque de 100 millions de dollars. Donc c'est ça l'intérêt de Trump, c'est qu'à un moment, il est tellement obsédé par quelque chose qu'il n'y a plus que ça qui existe et il dit maintenant tu signes. Mais Sébastien Gillet, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que on devrait, alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais écouter beaucoup plus les industriels qui, s'ils eux montrent la voie et que derrière le gouvernement, en tout cas les politiques, si engouffrent, tant mieux, mais c'est aussi une voie diplomatique vers les pays j'ai l'impression, avec lesquels on peut traiter. En écoutant les politiques d'aujourd'hui, aussi bien les politiques européens que français, qu'ils ne rencontrent pas suffisamment les industriels pour savoir ce qu'ils en pensent. Ils viennent demain. Et ils ont une vue un peu angélique des choses, ou un peu conflictuelle, ultra conflictuelle, etc. Demain, vous en aurez 3, je crois. Demain, vous en aurez 3. On a le Premier ministre. La vie est plus compliquée. Oui. On a le Premier ministre qui vient donc demain en fin de journée. Marc Ferracci. Alors, on a Marc Ferracci qui vient toute la journée. On a bien sûr la ministre du Travail qui accompagnera donc le Premier ministre. Donc c'est aussi une première quand même sur Global Industries. Donc j'espère il y a des prises de position parce qu'en fait leur souhait à tous les trois, en tout cas tous les deux, principalement Marc Ferracci, Premier ministre, c'est d'avoir une allocution, une prise de parole sur la grande scène avec l'ensemble des industriels. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Bien sûr, c'est les industriels qui vont guider et qui vont diriger, mais il faut qu'aujourd'hui on ait des prises de position politiques, des soutiens politiques. Donc je suis peut-être encore un peu naïf, mais en tout cas je crois après avoir écouté, de mon point de vue, c'est ça la différence entre vous et moi. On fait revenir Cécile et Philippe demain. Et puis ensuite décide plutôt que de commencer par décider et que les industriels écoutent sagement le truc, ce que les industriels disent. Et on rebondit avec vous, Anaïs Voix-Gillis, c'est de dire que finalement les industriels restent et les politiques changent. Donc il faut bien les écouter aussi, ça c'est une trajectoire. Oui, alors bien entendu c'est une évidence. Par contre, il y a une chose, l'industrie elle fonctionne dans une société, elle est subit ou bénéficie d'un cadre réglementaire, politique, etc. Et qu'il y a une chose et une question qu'on ne veut pas se poser, et dans le cadre européen et dans le cadre mondial. La situation industrielle de la France n'est pas la situation industrielle de l'Europe. L'Europe est excédentaire d'un point de vue de balance commerciale, ce qui n'est pas le cas de la France. Réindustrialiser la France, c'est poser la question du niveau industriel de la Chine. La Chine est en surcapacité de production mondiale dans un certain nombre de domaines. Donc si les États-Unis, ce qui permet de faire du dumping, mais si les États-Unis veulent se réindustrialiser, si nous voulons nous réindustrialiser, renforcer la base européenne de l'Union européenne, ça pose mécaniquement la question des équilibres mondiaux de production. Et donc là, à un moment, ce sont aussi des mesures politiques à prendre. Sinon, les industriels, ils iront là où la compétitivité se fait, là où les marchés sont.
Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Le qui c'est qui l'a dit. On va vous expliquer parce que vous qui êtes autour de cette table, Loïc, le floc Préjean connaît parfaitement. Hein. Vous gagnez mais parfois. Je suis nul. Ben voilà, vous êtes nul. Ouais. Mais nul, mais c'est drôle. Oui. Voilà. Et on en parle dans un instant. À tout de suite. Bienvenue. On est en direct de Global Vous allez gagner, vous inquiétez pas. 2025 et on est avec vous jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est en direct du Global Industry 2025. Absolument. Je vais dire un peu en anglais parce que je me dis que voilà. À Lyon, la capitale des Gaules. Les industriels parlent beaucoup anglais, forcément. Oui. Forcément pour s'exporter, mon cher Ils sont Philippe. polyglottes aussi en général. Hein. Ils parlent aussi espagnol, chinois. Et autour de cette table Autour de cette table, Loïc Le Floch Prigent, qu'on connaît bien, vraie voix, Sébastien Gillet, directeur de Global Industrie, et Anaïs Voix-Gilis, qui est écrivaine. Elle est en train d'écrire des livres et géographe. Non, elle n'est pas en train d'écrire des livres, elle est en train de dédicacer des livres. Voilà. Son dernier livre, Pour une révolution industrielle, publié aux presses de la Cité. Voilà, très bien. En attendant, maintenant, on a parlé sérieusement. Oui. On peut déconner. Oui. Allez, tout de suite, qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais pas autant de temps d'habitude. Alors écoutez bien, le quiz de l'actu, chers amis autour de cette table. Question qui c'est qui l'a dit, 3 points. Écoutez bien, Anaïs et Sébastien et Loïc. On m'a planté des poignards dans le dos, mais je suis toujours là. Bayrou. Non. Ségolène Royal. Non, on le connaît bien à Lyon. C'est un président, c'est un ex-président. Bonne réponse Laurent de Wauquiez. Sébastien Gillet, Laurent Président Wauquiez. du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas fini d'ailleurs. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Il n'y a pas un Français qui n'a pas compris que le chef de l'État, avec un ton très martial, explique quasiment qu'il faut transformer les usines de Kleenex en usines d'armement parce que la guerre est pour demain. Sébastien Lecornu. Non, c'est une femme. C'est une femme. Ségolène Royal. Non. J'ai compris, je dis tout et n'importe quoi, ça finira par marcher. Une présidente de groupe. Parlementaire. Carole Delga. Non. Le groupe parlementaire. Marine Le Pen. Bonne Marine réponse Le Pen, de Sébastien. bravo, Marine Sébastien. Le Pen. Sinon, alerte enlèvement avec Loïc Le Floch Prigent. Il est là ou pas? Il est toujours autour de la table ou pas? Vous jouez quand vous voulez, Loïc. Hein. Moi j'ai du mal. Hein. Ah bah. J'ai des experts qui écoutent. J'ai bien écouté la radio ce matin. J'ai entendu quelqu'un parler de ça. Voilà, c'est ça. Mais je savais plus qui c'était. Voilà, c'est ça. Comme ça. Allez, qui c'est qui l'a dit? Je t'assure que je suis là. Oui, je vois que vous êtes là. Qui c'est qui l'a dit? Ce paysage de faire l'ultra-gauche et LFI, c'est de flatter les instincts communautaristes et pire, islamistes, notamment ceux des frères musulmans qui sont en danger absolu pour la nation. C'est un ministre. Darmanin. Bonne réponse, Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Il est en train de nous éclater là. Là, oui, 9-0-0. Je rappelle que Gérald Darmanin, donc le ministre, le garde des Sceaux, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Ce sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain. Demain matin. Le garde des Sceaux. Bon, ok, super. Voilà. Qui c'est bien de vous qui intéresser. l'a dit à 3 points sur les retraites? Le référendum n'est pas exclu. C'est une femme. C'était ce matin sur Sud Et Radio. ce matin sur Sud Radio. Non. Elle est ministre. Elle est ministre, ouais. Une ministre. Elle est même porte-parole. Ah, je sais pas. Panot? Non, porte-parole du gouvernement. Vous savez pas quoi. Sophie Prima. Sophie Prima, c'est porte-parole du gouvernement. Moi je connais pas tous les sujets. Je connais pas les remplaçants. Ça n'arrête pas de change changer. beaucoup. Ça n'arrête pas de changer. Moi, il faut me mettre un peu de stabilité dans tout ça. On va retourner à la politique des années 40 pour Loïc. Qui c'est qui l'a dit? Les nouveaux adhérents du PS nous disent Mélenchon, surtout pas. Ah, c'est pas le général de Gaulle du coup. Non, ni François Mitterrand. Non, c'est une femme. François Hollande. Elle est maire d'une très grande ville. Ah, Martine Aubry? Non. Carole Anne Delga. Hidalgo. Anne Hidalgo, bonne réponse. Oui, c'est vrai, mais bon, je tente. Voilà, elle dit n'importe quoi, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vous fait réfléchir. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Les Russes ont fait une sorte de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique.
C'est un ministre. Ah, j'aurais dit que c'était quelqu'un de... Non. Un ministre, un grand ministre. Un ministre Sébastien qui... Lecornu. Non. mais c'est un ministre qui dit... Si c'est pas Darmanin qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le troisième grand. Qui? Retailleau. Bonne réponse. Oh là là, mais vous faites grand chelem là. Incroyable. Contrôle antidopage pour Sébastien Gillet, parce que là on a des doutes. Vos indices sont bons, vos indices. Ah, ouais, allez. Ça va être difficile. Qui c'est qui l'a dit sur la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille? On ne peut pas dire aux Français qu'on ne veut pas de voix du RN pour voter un texte sur l'immigration, mais qu'en revanche on est d'accord pour un tripouillage électoral. Alors c'est un ancien président de groupe parlementaire qui a été remplacé par Laurent Wauquiez. Donc il est LR. Voilà, c'est ça. Il n'est pas ministre. Non. Il y avait un espèce de trio, il y avait Retailleau, Ciotti et... Il est vieux? Non, ça dépend, ce ne que dites vous pas ça en me appelez regardant. Parce qu'il doit être un peu plus jeune que moi, 3 ou 4 ans, donc... Allez, un député LR, ça commence par Olivier. Son père était député du Cantal. Marlax. Bonne réponse de Loïc Le Floch-Prigent. Voilà, Loïc. Ah, dis donc. Bah dis donc, quel on revient succès, de loin merci. quand même. Bravo, Merci bravo, Anaïs, bravo, merci. Allez, Merci Eh de bien, m'avoir écoutez, laissé. qui c'est qui l'a gagné? Qui c'est qui l'a gagné? C'est Sébastien Gillet, là, aucun doute, devant Loïc Le Floch-Prigent. Mais y a aucun. Et Anaïs, vous avez vu que par rapport le concours de Polytechnique, par rapport au qui c'est qui l'a dit, c'est de la roupie de Sansonnet. Bah oui. Il faut écouter la radio tout le temps. Bah oui, Non, c'est ça. mais je vais me spécialiser dans la punchline. Bah oui. Non, mais vous avez raison, vous allez voir, vous allez adorer. Merci en tout cas Merci à vous. d'avoir été avec nous. Vous restez, on fait une petite pause. Dans un instant, le journal, Rémi André bien entendu, le coup de gueule de Philippe David. Ah bah ce matin, on était dans la Frecciarossa ensemble, vous savez, pour venir à Lyon, Cécile, et j'ai vu une vidéo, j'ai cru que c'était un fake, donc j'ai regardé une fois, 2 fois, j'ai été voir une 3e, et ce n'était pas un fake, c'était pas de l'IA, et ça a dépassé, comme on est un mercredi soir, tout ce que j'imaginais, comme dirait Thierry Lhermitte dans un film célèbre. Allez, on en parle dans un instant. Et on n'a pas pu discuter avec lui dans le train parce qu'il était concentré. Voilà, bon, à tout de suite. C'est Jean-Marie Bordry. Sud Radio. Vous vous rendez compte? Vous êtes 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Continuez à rejoindre la vague du Parlons Vrai et surtout continuez à écouter Sud Radio. Parlons Vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir d'être avec vous, Philippe David, de partager ces déplacements d'antenne réguliers. Ici, on est à Global Industrie 2025. Ça fait la 3e édition, ouais, j'en ai une petite émotion. Ah oui. 3e édition qu'on est ici avec vous, avec des personnalités globalement, j'utilise comme moi globalement industrielles. Voilà. Mais Finalement, en tout cas, oui, des personnes charmantes. Non, mais c'est un vrai plaisir. C'est pas vraiment choquant comme mot, hein. En tout cas, aujourd'hui, avec nous, Loïc Le Floch-Prigent, qui est avec nous, bien entendu, que vous connaissez bien chez Les Vraies Voix, et qui est en plus un industriel français. Julie Boyer, qui est avec nous, directrice de Global Industrie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie Deschamps est avec nous, présidente de la Société d'encouragement de l'économie nationale. Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on nous aurait menti. Alors, monsieur le président s'appelle Olivier Mousson. Et je le salue, j'en profite. Et moi, je suis responsable d'un site qui s'appelle Renaissance Industrielle pour la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Pour l'industrie nationale, c'est ça. Voilà, bravo. C'est pas si loin. Ouais, et puis, je l'ai président, il faut toujours être président. Ouais, non mais un jour vous serez présidente. Je n'en doute pas un instant. Peut-être même de cette nation. On ne sait jamais. En tout cas, Loïc votera pour moi. Et si vous ne l'êtes pas, il faut dire j'ai le titre de président. Mais voilà, c'est tout. Vous avez des ambitions pour 2027, vous pouvez les annoncer là. Non, je resterai secrète jusqu'au bout. Voilà, merci en tout cas. J'espère que vous nous donnerez cette primeur, quoi qu'il en soit. Tout de suite, le coup de gueule. Non, on va déjà faire un petit point avant le coup de gueule avec Julie Voyer, la directrice du salon. Ah, mais très bien. Global Industrie a commencé hier, ça se terminera après-demain. Vendredi, absolument. Donc après-demain, quelles sont les premières tendances? Alors, il y a une certitude, il y a énormément de monde dans les allées. Bon, on est la radio du rugby, il ne faut pas jouer des épaules comme dans un ruck, mais c'est déjà pas mal. Bah c'est vrai qu'on est très heureux d'être à Lyon. Vous étiez à Paris la dernière fois. Là, on a encore monté un cran. On a 2500 exposants. On fait 15% de plus que la précédente édition. Donc, forcément, c'est une démonstration de force. Les exposants qui sont là présentent plus de 500 innovations, nouveautés. Il y a des démonstrations technologiques partout. On y voit des jeunes, on y voit bien sûr des pros, parce que ça reste avant tout un événement de business. On y parle recrutement, formation, transition digitale, transition numérique, transition environnementale. C'est les grands sujets. C'est les grands sujets. Grosse préoccupation aussi à l'échelle européenne. D'accord.
On va pas se le cacher, hein. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'incertitude, je dirais même, mais par contre, le mot d'ordre, c'est vraiment la combativité. On est ravis parce qu'on a un super plateau, on a aussi une très belle émission, Les Vraies Voix. Merci encore d'être fidèle à Global Industrie. La meilleure émission. La meilleure émission. Avec les meilleurs animateurs. Allez-y, vous pouvez le dire. Et surtout, je vais me faire fâcher. Cécile de Ménibus. Oh, mais qui a dit ça? C'est fou. Non, on n'est jamais si bien sérieusement. servi que par soi-même. Julie, voyez, ce qui est important de dire, c'est comment les industriels se transforment, évoluent. Et ça, on adore ça. Et puis surtout, à chaque fois, des nouvelles idées qui arrivent, quoi. Oui, on essaye de faire en sorte, parce qu'on a quand même 50 000 visiteurs qui viennent pendant 4 jours. Il faut les surprendre, ils viennent pour voir de l'innovation, ils viennent pour voir de la nouveauté, ils viennent pour expérimenter, ils viennent pour s'inspirer. Donc on fait des scènes, on essaye de donner la parole parce qu'on est la voix et les solutions de l'industrie. Pas les vraies voix, mais la voix. Presque les vraies voix. On pourra créer une émission ensemble. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est important de voir, c'est que comme on a des démonstrateurs, là, ils peuvent découvrir. On a fait une nouvelle animation, notamment parce qu'on crée une nouvelle offre autour de l'intralogistique. Donc là, on montre comment fonctionne l'ensemble des flux logistiques dans un site industriel, de la cobotique, de la robotique. Enfin, le but, là, c'est qu'ils viennent découvrir aussi des choses et qu'ils viennent s'inspirer pour faire évoluer eux-mêmes leur outil de production. Allez, tout de suite, le coup de gueule. Mais juste après la pub. Juste après la pub, oui. Et on va parler de quoi, Philippe? Oh, vous savez, je vous l'ai dit ce matin dans la Frecciarossa qui nous amenait. J'ai vu une vidéo, j'ai cru que c'était du deepfake. Et ce n'était pas du deepfake. C'est la vraie. C'est là où c'est le pire. Allez, à tout de suite. Sud Radio. C'est André Berkoff qui est très heureux, comme tout le monde, de savoir que vous êtes 1 million à nous suivre sur YouTube. Et puis, venez nous écouter. Berkoff dans tous ses états, tous les jours, de midi à 14h, du lundi au jeudi. Et demain, vous serez 2 millions. Et nous serons encore plus heureux. Sud Radio. Parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et en direct de Global Industrie 2025 avec l'une de nos hôtes, Julie Voyer, qui est avec nous, directrice de Global Industrie. Merci de nous accueillir encore cette année. Loïc Le Floch-Prigent, vous le connaissez, industriel. Stéphanie Deschamps, responsable des partenariats du cycle de renaissance industrielle et de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. Voilà, c'est le titre le plus long du monde. Je pensais que mon nom de famille c'est compliqué, mais là j'ai vu plus compliqué. Et j'en profite en tout cas pour remercier avec Philippe Trenitalia de nous avoir véhiculé jusqu'à Lyon. Absolument. Franchement, dans des conditions assez exceptionnelles. Des conditions de voyage absolument exceptionnelles, n'est-ce pas, Loïc Le Floch-Prigent? Même l'ancien président de la SNCF. C'est vrai. Même l'ancien président de la SNCF le dit. Non, c'est assez spectaculaire en fait. Spectaculaire. On vous donnera envie de prendre le train, ça c'est sûr. Ça donne envie de prendre le train, oui. Et en plus, contrairement à ce que disait Elisabeth Lévy ce matin, je vous ai pas fait un mauvais jeu de mots de tout le voyage. Je vous ai pas adressé la parole. J'étais très bien, j'étais dans mon fauteuil tranquillement. Tu n'as pas arrêté d'essayer d'élaborer le texte que tu vas nous lire maintenant. Voilà, c'est ça. Alors tu étais inaudible. C'est incroyable. Vous avez vu quand Loïc Le Floch-Prigent, quand il écrit, il fait des grands gestes et tout, on se dit ça va être un enfer. C'est effrayant. C'est effrayant. D'ailleurs, l'hôtesse de Trenitalia venait régulièrement en disant ça va mieux, monsieur Philippe David, parce que vous avez fait des grands gestes, j'espère qu'il ne vous arrive rien. Voilà, en tout cas, on a été très très bien traités, comme on l'est aujourd'hui à Global Industrie 2025 pour la 3e édition. En attendant, le coup de gueule de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans la 7e circonscription de la Seine-et-Marne. Pourquoi la 7e circonscription de la Seine-et-Marne? Parce que la députée de cette circonscription a tenu des propos pour le moins surprenants lors d'une prise de parole en public, ceinte de son écharpe tricolore. On écoute ceci. Qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talons ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, et bien foutez-nous la paix. Vous avez reconnu la voix d'Ercilia Soudet, députée LFI de la 7e circonscription de la Seine-et-Marne, avec micro en main, avec comme conclusion d'un discours sur les femmes, ces mots qu'on n'imaginait pas dans la bouche d'une députée, je cite, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, eh bien foutez-nous la paix, une phrase qui restera dans les annales. Et je dois dire que, moi qui suis né dans les années 60, je n'aurais jamais imaginé que la politique française puisse finir aussi bas. Qui aurait imaginé Simone Veil ou Édith Cresson parler de leur pilier
pilosité pubienne lors d'un meeting. Mais finalement, ce n'est probablement pas une question d'époque, mais plutôt d'éducation. Qui imaginerait Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne ou Marine Le Pen, 3 éminentes femmes politiques d'aujourd'hui, s'exprimer en ces termes? Personne. Et comme des millions de Français, qu'ils soient issus de milieux populaires ou aisés, je n'en peux plus de cette vulgarité et des outrances devenues marque de fabrique. La politique est une chose noble dans laquelle on ferraille pour défendre ses idées et où, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est aujourd'hui, du fait de certains et dans ce cas de certaines, devenu un cloaque dans lequel on peut dire tout et n'importe quoi. Le plus amusant est que ce sont les mêmes qui vilipendent la vulgarité de Cyril Hanouna, alors que dans ce domaine, ils n'ont de leçon à donner à personne. Pour conclure, je laisse la parole à Jacques Brel avec la chanson « La ville s'endormait ». Mais les femmes, toujours, ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. Loïc Le Floch-Prigent. Je crois que la vulgarité et cette inélégance n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'on porte l'écharpe qui tricolore. Et par conséquent, ça me choque beaucoup. Je suis d'une génération après vous, Philippe, mais... je vois des agréables avant vous. Vous êtes une génération d'avant moi. Peu importe. Enfin, on a 20 ans de distance. On a 20 ans de distance. Oui. Non, je trouve ça révoltant pour l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut remettre de l'ordre là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que l'ensemble des citoyens considèrent que ça ne peut pas durer. Moi, je suis en effet choquée sur la forme parce que je pense qu'on peut faire passer beaucoup de messages, défendre cette liberté d'être, d'exister, esthétique en tant que femme, sans avoir besoin d'être dans cette vulgarité. En effet, l'intime doit rester l'intime, peut-être. Oui, peut-être. Après, voilà. Je crois que c'était Huxley qui disait les mots sont comme des rayons X bien utilisés, ils traversent n'importe quoi. On n'est pas obligé d'être grossier pour passer des messages, non? Exactement. Alors oui, on n'est pas obligé d'être grossier, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais elle a réussi son coup. Vous parlez d'elle? Oui. Vous la mettez sur les ondes. Non, mais c'était tellement énorme, j'ai cru que c'était un fake. Je comprends, mais elle a atteint son objectif. Elle voulait qu'on parle d'elle, elle voulait qu'on parle des femmes. Donc la forme, qui est absolument ridicule, vous l'avez très bien dit, c'est même limite en tant que femme intolérable. Enfin oui, effectivement, intime, on ne rentre pas là-dedans, mais elle a réussi son coup. Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a besoin d'exister. Elle a besoin d'exister. Elle a été élue. Oui, mais on ne peut pas se servir d'une cause pour exister, en fait. C'est ça qui est terrible. Je partage ce point de vue. On sert la cause, mais on ne se sert pas d'une cause pour exister. C'est ça qui est choquant, peut-être. Oui, mais comme dit Julie, il y a le fond, le contenu, la forme. Donc là, elle joue sur la forme. Les femmes sont choquées, les hommes sont choqués. Absolument. Mais comme chantait, pas Jacques Brel, mais Julien Clerc, vous le savez, Cécile, femme, je vous aime. Allez, tout de suite, l'info plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et rebonsoir Félix Mathieu. Rebonsoir. Faut-il saisir les avoirs russes gelés depuis la guerre en Ukraine? L'Assemblée nationale se divise sur le sujet ce soir. Saisir 235 milliards d'euros d'avoirs russes gelés depuis la guerre d'invasion russe en Ukraine. Jusqu'ici, la France avait saisi les intérêts générés par ces avoirs gelés, mais pas le capital lui-même. Alors, faut-il saisir ces 235 milliards russes pour aider l'Ukraine à se défendre? Même un ancien Premier ministre, Gabriel Attal, expliquait récemment avoir changé de position sur le sujet. Moi, je crois que oui. Je pense qu'il faut faire évoluer notre position. C'est un sujet qui est compliqué. Oui, j'ai été Premier ministre. J'ai défendu et fait adopter à l'Assemblée nationale l'accord bilatéral de soutien à l'Ukraine. Et à l'époque, cette question avait été posée. Et donc, vous ne l'aviez pas fait? J'ai partagé les arguments qui nous ont conduits à ne pas le faire. Qu'est-ce qui a changé cette fois? C'est une question qui est complexe. On voit bien qu'on a changé de monde. Avant de demander aux Français et aux Européens de payer, faisons payer les Russes dans l'effort de soutien à l'Ukraine. Gabriel Attal sur LCI il y a quelques jours. Parmi les députés qui appellent à la saisie de ces avoirs russes, il y a beaucoup de monde, de divers horizons. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, des socialistes, des députés du Bloc central. Mais c'est pas la position de l'exécutif, répondait ce matin la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, dans le Grand Matin Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin. Non, pas pour l'instant, pour des raisons qui sont... Alors évidemment, c'est très tentant quand parce on a 200... Bercy dit non. On a peur des marchés. Non, c'est pas on a peur des effets systémiques parce que des marchés. aujourd'hui, marché financier, des effets systémiques
sur notre économie. Vous savez que dans notre pays et en Europe, il y a beaucoup d'avoirs de pays qui sont pas des pays européens. Je pense aux pays du Golfe, je pense aux pays asiatiques, je pense même aux États-Unis. On a des avoirs aujourd'hui et des investissements sur notre pays que peuvent imaginer ces pays-là si nous saisissons des avoirs russes à l'inverse du droit international. Alors bref, pour résumer la porte-parole du gouvernement, en bon français, ça ne rendrait pas la France très business-friendly de saisir ses avoirs, un tout russe qu'il soit. Le RN et LFI non plus n'y sont pas favorables. Une position qui agace le député PS Thierry Sauter à l'origine de cette résolution. Il est monté dans les tours un peu tout à l'heure dans l'hémicycle. Dans cet hémicycle, mes chers collègues, il y a parfois des patriotes en carton, des patriotes de pacotille qui diront qu'ils soutiennent l'Ukraine. Leur soutien ne vaut rien. Ils ont refusé les planchers de dépenses, le rapprochement avec l'Europe, les armes à longue portée, les trains de sanctions. Ils disent soutenir l'Ukraine, mais ils sont prêts à regarder les Ukrainiens se battre avec des bâtons. Nous voulons que les avoirs russes gelés soient utilisés pour l'Ukraine et sa reconstruction. La résolution contient aussi plusieurs points qui ne manqueront pas de faire débat. La question du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, la présence de soldats français sur le sol ukrainien en cas d'accord de paix. Puis cette résolution appelle aussi à mettre fin à l'importation de gaz russe par des pays européens. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, un cadeau peut-être. Eh ben oui, un cadeau, parce que Florence est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir. Comment ça va Florence? Oh bah ça va super bien, quelle joie, quelle surprise. Ah, je suis ravie. Eh ben nous aussi nous sommes ravis ma chère. Ben oui, c'est le principe des cadeaux, c'est que c'est toujours mieux quand c'est totalement inattendu. Donc vous êtes le 7e appel au standard, exactement, grâce à Loïc Le Floch-Préjean qui a donné ce numéro, et c'est grâce à vous. Donc vous avez remporté, écoutez bien, ma chère Florence, vous avez gagné une MacBank, une enceinte Tamo. C'est une batterie sans fil, externe, compacte et magnétique, conçue pour allier performance et élégance. C'est ce qu'on appelle de la chance, ça. Oui. C'est ce qu'on appelle quoi? De la chance. De la chance, absolument. Et une enceinte Tamo pour écouter évidemment Sud Radio en numérique. Absolument, voilà, c'est ce beau cadeau offert par Lexon et Sud Radio. Ma chère Florence, vous nous écoutez depuis longtemps? Ah oui, toujours. Ouais. Bah, écoutez très bien. Quelques années. D'accord. Et le cri de la joie, Florence? Le cri de la joie, je suis hyper ravie, et comme je disais à la standardiste, hyper adorable en fait, c'est le cadeau d'anniversaire avant l'heure. Et ben voilà. Normalement le cri de la joie c'est un cri, c'est un cri. Florence, c'est un cri. Merci beaucoup Florence, on vous embrasse. On est ravis de vous avoir fait ce cadeau avec nos camarades de chez Lexon et Sud Radio. Vous restez avec nous, on fait une petite pause dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec nos invités du jour. À tout de suite. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Vous êtes désormais 1 million d'abonnés à notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci pour votre confiance et continuons de parler vrai sur Sud Radio. Sud Radio. En direct depuis Lyon Eurexpo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix toujours en direct de Global Industrie 2025 avec une opération, Philippe David, de chaise musicale. L'opération de chaise musicale. Oui, c'est-à-dire que nous restons, et c'est comme le gouvernement, il change toutes les 5 minutes autour de nous. Non mais notre ami Loïc Le Floch-Préjean avait envie de manger de la focaccia ou quelque chose comme ça dans le train du retour. Et donc on a à sa place Sébastien Van Den Bosch, directeur de OMP. C'est une entreprise locale. De fonderie. Fonderie Zamac. Alors Zamac, c'est zinc, aluminium, magnésium, cuivre en allemand. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Et nous avons toujours autour de cette table Julie Voyer qui est directrice de Global Industrie et qui nous accueille ici. Encore merci madame. Stéphanie Deschamps, attention, vous êtes prêts? Responsable des partenariats du cycle de renaissance industrielle et de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. Voilà. Et je vous préviens, on va vous appeler et il va falloir que vous nous le redisiez sans faute. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Petit mot avec vous, Julie Voyer. Sur ce salon, les attentes finalement des industriels aujourd'hui sur un salon, c'est de rencontrer aussi peut-être des partenaires, c'est de montrer ce qu'on sait faire, c'est créer une dynamique, un écosystème, de montrer que l'industrie est là et qu'elle est bien là et qu'elle est, malgré ce qui se passe, est positive. Oui, là, les industriels qui sont présents, avant tout, ils viennent pour faire du business, pour faire leur veille, pour identifier en effet des nouveaux partenaires, parce que
Aujourd'hui, l'industrie, elle travaille ensemble. C'est une chaîne de valeur. Elle a besoin à la fois de la recherche, elle a besoin à la fois de compétences, donc elle a besoin de recruter. Elle vient aussi pour faire son recrutement. On a quasiment 580 offres d'emploi qui sont présentes là. Donc c'est aussi comme ça qu'on booste son activité. Il faut jamais l'oublier. Quand on vient recruter les bons talents, ça permet de développer aussi. Elle vient là aussi, bien sûr, pour s'inspirer. On a des scènes partout. On a des sujets, des contenus phares, l'IA, la 5G, la cyber, tous les sujets sur les grandes transitions. Elle vient aussi porter sa voix parce qu'il faut aussi qu'elle parle de son quotidien, de son terrain. Et puis bien, elle vient aussi célébrer. Demain, on fait le grand festival de l'industrie. Ils font la fête toute la journée. Et François Bayrou va faire la fête toute la journée? Alors, c'est vrai. Non. J'ai envie de rester. Moi, j'ai vraiment envie de rester. C'est vrai, Thomas Ferracci. Du côté de la section paloise, on sait faire des troisièmes mi-temps. Ça, je peux vous le confirmer. Comment on appelle ça? Et en Rhône-Alpes aussi. La boule à facette. Ah là, c'est un petit côté disco, là. Je pense que ça va être sympa. Ah oui, ça va être sympa. C'est vrai que c'est quand même un événement magnifique. Il y a vous qui êtes exposant, ou alors Stéphanie Deschamps, ou Sébastien, vous qui êtes exposant, c'est un événement très sympa quand même. Global Industrie. Global Industrie, c'est un événement pour les industriels qui est très important. Nous, en tant qu'OMP Fonderie, on participe quasiment à toutes les éditions depuis de nombreuses années. Oui. Malgré cette période un peu morose dans l'industrie, avec des marchés qui sont en dents de scie, avec des clients qui sont frileux, on a quand même de très belles rencontres depuis hier, avec un gros mouvement de foule aujourd'hui, donc très intéressant pour nous industriels. Solidarité aussi entre industriels? Alors solidarité oui, puisque nous sur notre stand on est plusieurs industriels qui représentent plusieurs activités, la fonderie, l'usinage, la découpe, la tôlerie, la soudure, et du coup même entre exposants, on a de vrais échanges. On n'est pas là comme concurrents, on est là comme exposants, montrer nos métiers et notre savoir-faire et créer une bonne dynamique. Stéphanie, c'est ça? C'est exactement cette synergie, cette synergie indispensable, ce collectif, comme disait Julie, la coopération, la solidarité, on a dit tous les mots-clés. Nous, la société d'encouragement, comme notre nom l'indique, nous sommes là pour encourager. Donc on a différents outils. On a par exemple la fresque de l'industrie. Avec Global Industrie, avec Julie, nous avons... ensemble, nous avons soutenu la Facto, qui est un collectif de jeunes, parce que c'est très important que les jeunes parlent aux jeunes. Aujourd'hui, vous allez sur les stands, vous avez des gens remarquables, tels mon voisin, ici, présent, très compétents, très techniques, très à fond, passionnés, mais en même temps, il faut des personnes qui peut-être aient une pédagogie, donc des jeunes qui comprennent les autres jeunes et qui leur parlent. Donc on a la fresque de l'industrie conçue par ce collectif qui s'appelle la Facto, qui est lancé dans le cadre de ce salon exceptionnel à Lyon cette année. Et ensuite, on a d'autres outils comme le prix étudiant de la photo industrielle. Donc ça aussi, c'est quelque chose, on en est à la 5e édition et c'est très important. On envoie les jeunes sur les sites pour prendre des photos et qu'ils aient avec leur œil, qu'ils puissent porter un autre regard sur l'industrie. Stéphanie Deschamps, là on voit, vous avez sorti un magazine qui était dans les bonnes librairies avec les Beaux-Arts, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Il est beau, hein. Oui, il est dites-moi qu'il est beau. Non, mais il est très, magnifique. Encore, j'adore. Il est sublime. Je reviendrai. On avait une image, mais très ancienne, de l'industrie, un peu taiseux, un peu sale, un peu voilà. Et on sent que. Et les dernières pages, vous avez vu? Ouais, les dernières pages, c'est le prix, ce sont les photos des étudiants, du prix photo justement. Et là, c'est demain. C'est la photo de demain. Que l'industrie est devenue propre, jolie, même élégante, avec de très jolies machines, avec des usines qui ont changé, avec de la verdure, avec voilà. Et vous le montrez dans ce très beau magazine en partenariat avec les Beaux-Arts, comme quoi l'industrie est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Oui, assez bien. On parlait d'imaginaire, vous aviez Anaïs tout à l'heure. C'est très important. Il faut qu'on ensemble, à chaque vous parliez de la chaîne de valeur, à chaque maillon, à chaque strate, ensemble, on porte un message unique qui est en fait, ce que nous disions tous il y a 3 secondes, le collectif, la solidarité, c'est ensemble, on construit la société de demain, le monde de demain. Le monde change, c'est depuis toujours, mais là, il se passe vraiment quelque chose. Oui. Si je peux intervenir. Bien sûr. Il se passe quelque chose. 42 parce que... euros pour. 42 euros, d'accord. Hors taxe. Okay. Par personne. Ah oui. On est comme dépêchez-vous parce que dans 5 minutes on passe à 52 euros. Alors dépêchez-vous. On est en heure. Ah voilà. Donc je m'en vais.
Bon, je suis représentant d'OMP Fonderie, mais je suis aussi représentant d'un collectif qui est Expérience Zamac. Et on défend les intérêts du Zamac, justement pour tous les industriels du Zamac en France. Donc on a des vrais collectifs français, des vrais collectifs industriels qui défendent leurs valeurs, qui défendent leur matière, qui montrent qu'on est éco-responsable, qui montrent qu'on va aussi vers l'industrie propre, l'industrie nouvelle, et on développe aussi du 4.0, des choses comme ça, sur des métiers qui sont des vieux métiers, et en perte de valeur, et en perte de reconnaissance. Alors moi, j'aime pas trop l'expression l'industrie propre, je suis désolée de vous reprendre, j'aime l'industrie durable, économie circulaire. Voilà, des choses comme ça, durables. Recyclable, durable. Voilà, on va dire le Zamac est recyclable et durable. C'est-à-dire qu'on ne voit plus d'usines littéralement sales aujourd'hui. Elles sont, voilà, c'est ça. L'industrie lourde, pourtant, elle existe encore. Oui. Bien sûr. Et on en a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on ne voit plus, même chez des carrossiers, des ateliers sales. On sent que voilà, ça a changé. Et je dis le mot propre exactement pour dire que, voilà, outre le fait d'être durable, on sent aussi que les industries... vous visitez une usine, c'est presque architectural en fait. Oui, puis on a automatisé aussi les suites industrielles. Donc c'est vrai qu'il y a une précision, les données, la gestion des flux dans les usines aujourd'hui, tout est régulé. Il y a des vraies remontées d'informations, il y a des vraies suites d'informations. Dès qu'il y a la moindre dérive, on doit intervenir sur nos process. En effet, on ne peut pas dire que l'industrie propre, je l'entends, mais on est quand même dans des industries propres. Quoi qu'il arrive, quand on fait visiter une industrie à un client maintenant, on est fier de montrer notre outil de travail parce que c'est celui-ci qu'il faut donner envie de venir chez nous et on doit la rendre propre. Mais derrière, on doit la rendre aussi durable et habitable. Et je profite de l'antenne pour vous remercier d'ouvrir vos usines. C'est indispensable. Bien sûr. Pour changer le regard. Vous vouliez dire un mot très rapidement sur la fresque de l'industrie avant qu'on passe à notre débat? Eh bien, la fresque de l'industrie, je vous en parlais tout à l'heure, ça a été conçu donc par les membres de la Facto dans cet objectif que les jeunes parlent aux jeunes. Donc, c'est l'attractivité de l'industrie auprès de cette population qui est très sollicitée en fait. On leur demande beaucoup. Et on essaye de leur parler avec des outils qu'ils comprennent. Donc c'est sur le modèle de la fresque du climat. Et vous avez toutes les thématiques de la féminisation. On parlait tout à l'heure des femmes, voilà, de la mixité, de l'inclusion, bien entendu, mais aussi de l'environnement. On parle des collectivités parce que l'industrie, ce sont les collectivités, tous les acteurs publics, les acteurs privés. Merci en tout cas de vous rester avec nous, bien entendu. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, et on parlera de l'intelligence artificielle parce que forcément elle est un petit peu partout dans tous nos métiers, qui révolutionne aussi l'industrie, menace pour l'emploi ou simple évolution du travail humain. On va en parler dans un instant. Alors parlons vrai, oui. Est-ce que l'IA va substituer aux ingénieurs et aux techniciens dans l'industrie? Et à cette question, l'IA va-t-elle révolutionner l'industrie? Vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix en direct depuis le salon Global Industrie à Lyon. Nous sommes en compagnie de Julie Voyer, directrice de Global Industrie, bien évidemment avec Cécile de Ménibus, Stéphanie Deschamps, Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et Sébastien Vandenbosch, directeur Moi je le savais, j'ai pas besoin de lui faire dire, je le savais. Directeur de OMP Fonderie Zamac de précision, qui est à quelques kilomètres d'ici, dans l'Ain. 50 minutes. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les lignes de code qui dansent la nuit, machines brillent comme des esprits, du cœur aux algos, une harmonie, un futur peint en poésie, c'est l'intelligence augmentée. Dans nos vies, elle vient briller, les vraies voix pour mieux questionner. Sur Sud Radio, elles vont guider.
félicitations à Maxime, notre réalisateur, qui a fait ce jingle en intelligence artificielle. Bravo, Bravo Maxime. Maxime, c'est dingue. C'est dingue. Non, Maxime, c'est pas lui, là, c'est Arthur. Maxime, non, Arthur qui est ici, il fait rien en fait. Il écoute, il rigole, il mange des gâteaux. C'est pas du tout le même. Allez, vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour ce jingle sur un sujet important, puisque on parle d'intelligence artificielle qui déboule dans beaucoup de secteurs, et l'industrie a toujours été en avant-poste des mutations technologiques, avec cette éternelle question: le progrès technique va-t-il remplacer le travail humain? Tout le monde se pose la question. On a forcément des réponses à vous donner. Comment l'intelligence artificielle finalement va accompagner, transformer et faciliter en tout cas la main humaine? Alors parlons vrai, pensez-vous que l'IA va massivement détruire des emplois industriels? Et à cette question, l'IA va-t-elle révolutionner l'industrie? Vous dites oui à 67%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec Julie Boyer qui est avec nous, directrice de Global Industrie, forcément tout le monde, on se pose la question, les industriels, il y a eu beaucoup de réticences pendant des années en disant comment on va l'utiliser, est-ce qu'on sait le faire, est-ce qu'on est formé, est-ce que ça va pas nous échapper, et finalement tout le monde l'a embrassé et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais aujourd'hui ils savent que de toute façon c'est une étape inévitable et ils l'abordent d'une manière optimiste, faut le dire. On a fait une étude avec Ipsos, c'est parmi les premiers éléments qui ressortent, parce qu'ils savent que c'est un outil qui va améliorer la compétitivité, parce que ça crée de l'attractivité pour les métiers, ça les fait évoluer aussi, parce que ça réduit potentiellement aussi le risque de panne, ça réduit la pénibilité. Après, il faut pas avoir un discours de façade. Oui, forcément derrière il y a des impacts, mais l'IA ça permet aussi à l'homme d'augmenter son pouvoir de décision, d'être dans sa véritable valeur ajoutée et pas dans des tâches répétitives. Donc il y a véritablement des leviers. Après c'est comme tout, il faut bien l'utiliser. Et là les industriels sont là pour soit l'implémenter directement dans les solutions, soit au contraire faire de la formation et accompagner aussi la montée en compétences dans les différents sites pour bien apprendre ces sujets. Mais ça fait longtemps que l'intelligence artificielle elle existe dans l'industrie. Absolument. Stéphanie Deschamps, il faut l'encadrer aussi, c'est ça le souci, l'encadrer, c'est seul l'humain peut l'encadrer. Alors l'humain peut l'encadrer, mais vous avez parlé de révolution industrielle, et en fait il y a eu plusieurs révolutions industrielles. Nous avons été créés en 1800 pour la première révolution industrielle en Angleterre. La machine à vapeur. Encore avant, presque. Vous étiez déjà là, dis-nous, vous le faites. Ça se voit pas. Hein. C'est son IA, c'est son clone numérique. Vous étiez ma prof en école de journalisme, alors voyez un peu. Mais nous vivons une révolution, c'est-à-dire que ça va pas remplacer, ça va changer, ça va modifier les métiers. Ce sont que de nouveaux métiers. C'est la difficulté que rencontrent les jeunes aujourd'hui, c'est que tout est nouveau. Et la nouveauté, ça fait peur, les jeunes et les moins jeunes. Mais il faut y aller. Je reprends. On lâche rien, on y va. Et aujourd'hui, si on reprend les chiffres, encore une fois, on n'est pas bon en robotisation et on n'est pas bon en IA. Mais on y va. Motivé. Sébastien Van den Bosch, est-ce que quelque part quand on pense à l'IA, c'est de l'intelligence artificielle, est-ce que ça met en danger des postes comme les ingénieurs? J'ai travaillé avec des ingénieurs pendant des années. On a commencé, c'était la planche à dessin. Après, ça a été les logiciels type AutoCAD, etc. Et aujourd'hui, est-ce qu'on se dit finalement que on va demander à un ingénieur de bâtiment ou un architecte va dire IA, fais-moi une maison de 60 mètres carrés, une chambre de tant de mètres carrés, et qu'il va faire les plans 3 minutes après? Alors, moi je suis un technicien de base. Donc l'évolution de l'industrie, de la robotisation, je la connais depuis mon âge de 20 ans. J'en ai 49. Et vous ne les faites pas. Merci. On a toujours eu une évolution industrielle, une évolution des technologies. On a commencé par de la robotique. Il y avait quelqu'un pour régler les robots, pour faire de la soudure. De la soudure, on a mis des lasers pour suivre un plan de joint, et du coup plus d'humains. Mais il y a toujours quelqu'un qui programme derrière, quoi qu'il arrive. Il y a toujours quelqu'un qui suit. Mais est-ce qu'au fur et à mesure ça a été subi et puis après nécessaire? Non, ça n'a jamais été subi, puisque dans les industries, si on veut rester compétitif, il faut aller de l'avant, et il faut justement inventer, se réinventer, s'innover tous les jours. Maintenant, l'IA va apporter, pour moi, un transfert de temps et d'utilisation du temps de l'ingénieur. Mais on parle des ingénieurs, mais on parle aussi de gens qui sont sur le terrain. On a des planifications maintenant, des gens qui font de la planif depuis des années, avec des tableaux Excel, avec les ERP et autres. Et maintenant, on est capable de rentrer les données. L'IA va nous sortir une planification, mais on aura toujours quelqu'un qui sera derrière pour
décaler, réajuster, mettre en forme si on a quand même, on garde la main sur l'homme et sur notre industrie. Derrière, est-ce que ça va détruire des emplois ou est-ce que ça va changer dans un emploi? Moi, je pense qu'on va partir sur plutôt du changement d'emploi. Et ça va surtout permettre aussi, je pense, parce qu'on parle de réindustrialisation industrielle. Renaissance, nous on aime bien Renaissance. Renaissance, excusez-moi. Vous savez comme c'est joli. Je suis tout nouveau, je suis tout neuf. De renaissance industrielle. Et on va demander des postes plus techniques, des postes avec une vraie valeur ajoutée du manuel. Une IA ne pourra jamais remplacer un maçon. Une IA ne pourra jamais remplacer un électricien. Une IA ne pourra jamais remplacer un plombier. Quoi qu'il arrive, on va avoir un croisement où en effet les ingénieurs vont être plus dans l'analyse et dans la mise en place des données, mais derrière on aura des postes où quoi qu'il arrive, il nous faudra du monde. Mais pour expliquer, parce que là, vous parlez des peintres, l'intelligence artificielle, par exemple, sur les peintres, va vous dire exactement combien vous aurez besoin de peinture pour éviter le gâchis, mais elle ne va pas peindre à votre place. Elle va pas peindre. Ou alors ça va être un drone avec un pistolet, je l'ai vu de mes propres yeux ce week-end, où il calcule, le drone va mettre, mais il y aura toujours quelqu'un qui va aller mettre la petite touche de peinture qui manque à cet endroit-là, la petite nuance qui va manquer, quoi qu'il arrive. Oui, Julie Voyer veut réagir, directrice du salon. On parle d'évolution en effet des métiers, des compétences, ça c'est hyper important, mais il ne faut pas oublier que ça va aussi créer des nouveaux métiers. C'est ça. On se dit que la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter. Voilà. Ça va créer pour les amateurs d'économie. En effet, ça va créer des nouveaux métiers et ça va transformer certains métiers où ça va leur apporter une valeur ajoutée. Et on met et je trouve que c'est hyper important ce que dit Sébastien, c'est qu'à un moment donné on remet vraiment la place de l'homme au cœur du sujet. C'est l'homme augmenté au final, et c'est ça qu'il faut bien expliquer en fait aux acteurs et aux industriels. Et puis c'est un formidable levier d'attractivité aussi pour la jeunesse, quoi qu'on en dise. Toute cette transformation digitale et numérique, alors qu'on manque de jeunes talents dans l'industrie, on manque de femmes, on n'a que 28,5% de femmes dans l'industrie. Tout ça, ça permet aussi de faire ce transfert et de capitaliser justement pour avoir plus d'attractivité auprès des métiers industriels. En tout cas, ce soir, parfaite parité au niveau des femmes. Ah oui. Ah bah non, vous me menez. Ah bah non, parce qu'avec Arthur, on est 3 partout, là, voilà, au centre. Et vous voyez, on parle d'IA, mais si vous vous promenez là dans ce magnifique salon, vous avez énormément de machines. Donc on se dit quand même la mécanique est là, mais en fait dans la mécanique il y a l'IA. Tout est lié en fait. Il faut pas faire de. Ça fait qu'un. Oui, voilà, c'est ce que je vous dis. L'IA est une intelligence, mais derrière, il faut quand même des choses qui fabriquent. Une IA va pas pouvoir usiner un moule, une IA va pas pouvoir l'assembler, le moule, l'IA va pas pouvoir l'ajuster, va nous donner les données et les paramètres qui vont bien, mais derrière il y aura toujours la petite touche finale. L'IA, c'est pas un sujet à part entière. En fait, c'est une évolution des technologies, c'est une évolution de ce qui existe. Comme quand on est passé à l'informatisation. Exactement. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut créer des data centers maintenant. Il faut de la 5G pour faire circuler. Il faut cybersécuriser. Enfin, c'est toute cette chaîne de valeur en fait qu'on crée aussi qui est nouvelle. C'est ça. Merci en tout cas beaucoup Stéphanie Deschamps, responsable des partenariats du cycle de renaissance industrielle de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Bravo. Et merci beaucoup Julie Voyer, directrice de Global Industrie. Merci de nous avoir invités. On va rester ici encore 1 heure. On garde Sébastien Van der Bosch, un directeur de OMP Fonderie. Et puis on va accueillir. Ça va pas bien là. Je vais me coucher, je pense. Non, accueillir de nouveaux invités. Et on est ensemble, bien sûr, à Global Industrie 2025 jusqu'à 20h. Absolument, Cécile. Allez, à